Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur ce deuxième webinaire de bien-être auto-immune sur le thème des déclencheurs des maladies auto-immunes, des facteurs déclencheurs des maladies auto-immunes. Pour vous faire un petit topo, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est bien-être auto-immune d'abord, avant de faire de rentrer dans la... Attendez, hop. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc Bien-être auto-immune, c'est une plateforme qui a derrière des bénévoles comme moi et comme Lana, où on s'occupe de vraiment entretenir ce site internet. On est tous des coachs IP et donc des praticiens holistiques, soit des praticiens de santé, moi je suis nutrithérapeute, et on a tous vécu un peu ce même combat contre les maladies auto-immunes. Et donc, on voulait construire une plateforme de ressources. C'est une sorte de hub avec toutes les ressources autour de cette approche plutôt naturelle et intégrative des maladies auto-immunes. Et donc, il y a des articles, on a des webinaires tous les mois. On a des articles qui vont être publiés aussi tous les mois. Il y a un annuaire de coachs où vous pouvez trouver des coachs et des praticiens de santé sur notre site. Ces praticiens ne sont pas embauchés, les coachs ne sont pas embauchés par Bien-être auto-immune, hein, c'est vraiment juste un hub de ressources. Euh, donc voilà, aujourd'hui on va vous parler des éléments déclencheurs des maladies auto-immunes pour vous aider à comprendre un petit peu peut-être d'où pourraient venir les symptômes de votre maladie auto-immune, d'où pourrait venir la cause profonde et surtout comprendre ce qu'on peut changer aujourd'hui et comment on peut améliorer notre vie et mieux vivre avec cette maladie. Pour me présenter, donc moi je m'appelle Laurent Chemanda, comme je vous ai dit, je suis nutrithérapeute et coach IP. Je suis basée aux États-Unis. Je travaille majoritairement aux États-Unis avec des clients qui souffrent majoritairement de maladies auto-immunes, mais pas que, de problèmes digestifs, de soucis chroniques, de douleurs chroniques et inflammatoires. Donc, je suis coach certifiée du protocole auto-immune et donc spécialisée en santé intestinale et les maladies auto-immunes. J'utilise beaucoup les tests fonctionnels comme des analyses de sel et des analyses de sensibilité alimentaire pour essayer de trouver la cause profonde du déclenchement de la maladie. Évidemment, j'utilise énormément l'alimentation. On va parler du protocole auto-immune, qui est un protocole spécifique pour les maladies auto-immunes. Je fais des changements d'habitude de vie, des changements du soutien à la santé émotionnelle. Pour ma part et pour mon histoire de maladie auto-immune, j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014, où ça a été très violent et très rapide. D'un coup, vraiment du jour au lendemain, je me suis réveillée avec des douleurs très, très, très intenses dans le bas du dos et dans les sacroiliacs. Il n'y avait absolument rien qui était détecté sur mes IRM, aucun marqueur inflammatoire. Donc, aux yeux des médecins, tout allait bien. Donc, j'ai eu une petite errance médicale de que 6 mois, parce que c'est vrai que la moyenne, c'est plutôt autour des 4-5 ans. Donc, j'ai eu de la chance parce que ma mère, au même moment, a pu être diagnostiquée. Donc, grâce à ma mère, j'ai eu moi aussi mon diagnostic. Mais c'est vrai que ça a été long et compliqué. J'ai dû arrêter mon travail. J'ai passé 2 ans au lit, à faire à essayer différents traitements, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. J'ai eu quelques épisodes à l'hôpital. Voilà, ça a été très compliqué jusqu'au jour où j'ai déménagé aux États-Unis pour le travail de mon mari à l'époque et je suis un peu tombée dans ce monde de la nutrition fonctionnelle et de la médecine fonctionnelle qui a pour but et pour principe de trouver la cause du problème plutôt que de traiter un symptôme ou plusieurs symptômes, à ne plus en finir, de comprendre pourquoi il y a ces symptômes et d'apprendre à lire en fait ces symptômes. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc j'ai été suivie par un médecin fonctionnel et j'ai mis 18 mois pour retrouver la santé. Aujourd'hui, je suis en rémission. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis en rémission grâce à la médecine fonctionnelle et l'alimentation. Et c'est pour ça que je me suis redirigée dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, j'ai repris des études. Et aujourd'hui, je suis nutrithérapeute depuis à peu près 3 ans. Voilà. Lana va se présenter aussi. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Lana Butner.
Je suis coach dans le domaine de la médecine fonctionnelle. J'ai également fait des certifications dans le domaine de l'épigénétique et du protocole AIP. Et donc, je supporte aussi l'ORAN avec ses différentes initiatives et le site Bien-être auto-immune. Et donc, vraiment, moi, je travaille avec mes clients comme je prends le rôle de guide et d'aider et d'accompagner mes clients dans cette approche vraiment durable et intégrative. Et on se concentre beaucoup sur le mode de vie, sur l'environnement et comment vraiment rabaisser cette inflammation chronique qui s'est déclenchée sur beaucoup de maladies chroniques, maladies auto-immunes. Moi, je suis basée à Munich, je suis allemande et française et je fais toutes mes consultations en ligne, donc en anglais, en français et en allemand. Et comme Laurane, j'ai un diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante que j'ai reçu en 2015. À l'époque, j'étais aux États-Unis et je jouais au tennis à un niveau un semi-professionnel. Et on pensait au début que c'était douleur liée au sport, un peu excès de sport, mais finalement, j'ai vu un rhumatologue également qui a fait tous les tests et d'où j'ai reçu ce diagnostic. Et un peu comme l'oral, j'ai fait beaucoup de différents protocoles, j'ai vu beaucoup de médecins, euh, j'ai essayé certains médicaments qui n'ont pas aidé et après j'ai vraiment trouvé cette médecine fonctionnelle qui m'a énormément aidée. Et pareil comme l'oral, j'ai commencé ce chemin de reconversion et maintenant j'aide des clients aussi à retrouver leur vitalité et leur joie de vivre avec une maladie chronique. Et après tout ça, maintenant ça va faire 4 ans aussi que je vis sans douleur. Et ouais, je me sens beaucoup mieux et par cette approche vraiment holistique, intégrative qu'on va vous présenter euh, et de comprendre aussi quelles sont les sources des maladies auto-immunes. Voilà. Super, merci Lana. Bien sûr, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à la fin, donc n'hésitez pas à déjà les inscrire les mettre dans le chat et on répondra à toutes vos questions. Alors, pour comprendre un petit peu les maladies auto-immunes, on en a parlé dans le dernier webinaire, mais on trouve que c'est important quand même de voir les choses un petit peu plus en chiffres et d'avoir une compréhension globale de cette approche un peu plus holistique et intégrative. Donc, il y a plus de 140 maladies auto-immunes qui sont recensées et il y en a plus qui sont en train en procédure d'eux, mais il y en a 140 qui sont officiellement recensées. Elles peuvent affecter tous les tissus, les organes ou les systèmes du corps. Donc, elles sont vraiment très variées. Euh, Par exemple, voilà, les maladies, la spondylarthrite, ça va être plutôt les sacroiliacs. Mais après, le psoriasis, c'est la peau. Enfin, ça peut vraiment atteindre absolument tous les organes et les systèmes. Il y a entre 5 et 8% de la population mondiale qui est touchée par une maladie auto-immune aujourd'hui. Ce sont des maladies qui sont chroniques et à vie. Donc, il n'y a pas de cure, mais on peut la mettre au silence ou autrement dit, on peut être en rémission des maladies. Mais c'est vrai qu'une fois que le corps a cette capacité de créer des auto-anticorps et qu'il a appris comment le faire, il ne peut pas le désapprendre. Donc, ça reste quand même quelque chose qu'il faut entretenir à vie. Donc, nous, on va vous proposer une approche plutôt nutritionnelle, de mode de vie et un petit peu plus naturelle, mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir tout de même à vie, soit par l'allopathie avec des médicaments, soit des techniques un petit peu plus naturelles. Il y a peu de solutions aujourd'hui de la médecine allopathique. Elle propose des traitements, entre guillemets, mais ce ne sont pas des cures. Et ce sont des choses qui permettent de masquer, de stopper les symptômes aujourd'hui, mais pas vraiment d'arrêter le processus auto-immune et donc sans réelle approche de la cause profonde. Il y a 78% des personnes atteintes qui sont des femmes. Je pense que c'est aussi dû à Hashimoto, ce qui est très très courant aussi. Et malheureusement, nous voyons les chiffres augmenter chaque année, surtout ces dernières années. Et donc, ça ne fait qu'augmenter d'un point de vue global et mondial. Donc, quand on parle des maladies auto-immunes, il y a 4 fonctionnalités, 4 choses qui rentrent en jeu. Donc, il y a la formation d'auto-anticorps, donc quand le corps produit des anticorps contre soi-même, contre ses propres cellules. On va parler très brièvement, je pense qu'il va falloir faire un webinaire qui sera un peu plus profond sur ce sujet bientôt, mais on va en parler très brièvement de comment ce processus
se déclenche. La deuxième chose, c'est que la capacité du corps à réguler et éliminer les cellules qui produisent des anticorps ou des auto-anticorps ne fonctionne plus parce qu'on peut les produire, mais on peut aussi, le corps a une capacité à les éliminer. Et donc, quand cette capacité ne fonctionne plus, de par des surrégulations immunitaires, et il y a ce processus qui rentre en jeu. Il y a aussi un stimuli extérieur, qui va stimuler le système immunitaire. Ça peut être des pathogènes, ça peut être des sensibilités alimentaires. Encore une fois, on va en parler un petit peu plus tard. Mais il y a toujours un stimulé qui est présent. Et la quatrième, c'est qu'ensuite, pour avoir un diagnostic ou pour avoir quelque chose de visible, c'est qu'il y a assez de dommages aux cellules ou aux tissus pour se manifester en tant que symptôme. Et c'est là qu'on va se réveiller et qu'on va se dire, ah tiens, il y a un souci. Il y a une douleur, il y a quelque chose de visible, il y a un symptôme. Et donc là, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous compreniez parce que tout va partir de là, hein, surtout pour ce webinaire-ci, mais pour la compréhension de comment on peut mieux vivre avec une maladie auto-immune et retrouver la santé, il faut vraiment comprendre ces trois composantes-là. C'est que dans un premier lieu, pour déclencher une maladie auto-immune, il faut qu'il y ait une prédisposition génétique. Dans un deuxième temps, il faut qu'il y ait un déclencheur environnemental. Et dans un troisième temps, un intestin poreux. Et donc, on va vous faire un petit peu plus en détail par la suite. Lana va prendre le relais et va vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on veut dire par tout ça. Super, merci Laurane. Alors, pour comprendre cette prédisposition génétique, c'est important de comprendre quels sont en fait, qu'est-ce que c'est les gènes. Donc, les gènes, ce sont des segments de notre séquence ADN et ils sont héréditaires. Et nous avons environ 22 500 gènes et qui contiennent des informations très différentes sur le métabolisme, sur différents processus et des fonctions dans le corps, par exemple la fabrication de protéines. Et nous savons maintenant qu'il y a un système qui s'appelle HLA, donc en anglais c'est Human Leukocyte Antigen, qui est un ensemble de gènes responsables du coup pour la régulation du système immunitaire. Et nous savons qu'il y a différentes variations de ce HLA qui ont été associées avec des maladies auto-immunes spécifiques. Donc, je ne vais pas tout lire, que vous pouvez voir là sur la slide. Donc, par exemple, bon, HLA DQ2, DQ8, c'est la maladie cœliaque. Ce que Laura, nous, on a spondylarthrite ankylosante, c'est HLA-B27 et les deux autres que vous voyez ici. Mais ce qui est très, très important, c'est que la présence des gènes seuls, c'est pas suffisant pour causer la maladie auto-immune. Donc, ça représente vraiment que c'est 30% des facteurs déclencheurs. Et par exemple, pour l'exemple de la maladie cœliaque, ce gène est présent dans plus de 98% des patients atteints de cœliaque. Mais cette présence ne suffit pas vraiment à elle-même de provoquer cette maladie cœliaque parce qu'un tiers de la population saine présente aussi cet allèle, ce gène. Et c'est la même chose, par exemple, avec le HLA-B27. Il a été identifié chez 90% des patients atteints d'une spondylarthrite ankylosante. Cependant, tous ces porteurs n'ont pas la maladie. Environ que 3 à 6% des porteurs positifs de ce gène développent une spondylarthrite ankylosante. Et donc ça, c'est vraiment super important à comprendre. Et je peux vous donner l'exemple de mon histoire personnelle. Donc moi, j'ai ce gène HLA-B27. Et c'est-à-dire que je l'ai reçu soit de ma mère, soit de mon père. Parce c'est tout le temps soit de la mère, soit de la père de la façon héréditaire. Mais mes deux parents, eux, ils sont totalement en bonne santé. Ils n'ont pas de spondylarthrite. C'est-à-dire que moi, j'ai cette prédisposition génétique, mais quelque chose a dû se passer dans mon mode de vie, l'environnement, qui a déclenché ce gène. Donc ça, c'est très intéressant de voir. Et qu'est-ce qui se passe en fait derrière ça? Si tu peux aller à la prochaine slide, Laurent, c'est le rôle de l'épigénétique. Donc ça, c'est en fait ce qui va déclencher l'expression des gènes. Et donc, pour vous donner la différence, donc la génétique, elle fournit ce plan pour nos cellules et pour notre corps. Et au sens figuré, vous pouvez comparer ça au matériel d'un ordinateur, par exemple.
D'accord? Et l'épigénétique, elle est comme le logiciel de l'ordinateur. Donc, c'est elle qui va décider comment est-ce que l'ordinateur, il fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc ça détermine l'expression des gènes, comment ils sont lus, et ça a le pouvoir de décider quels sont les gènes qui sont activés et quels sont les gènes qui sont réduits au silence. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est un piano. Okay, donc, la génétique, c'est les différentes touches du piano, mais l'épigénétique, c'est vous-même, c'est le joueur de piano qui a le pouvoir de décider quelles de ces touches de piano vont être jouées et du coup, qu'est-ce qui en sort, quelle est la mélodie qui en sort, le genre qui en sort. Donc, c'est exactement la même chose pour ces processus. Et il y a différents processus d'épigénétique qui, du coup, n'influencent pas, ils influencent l'activité des gènes, mais ils modifient pas les gènes eux-mêmes, parce que ceux-là sont héréditaires, on ne peut pas les changer. J'adore Et ces exemples, Anna. ouais, Trop voilà, poétique. ça aide un peu plus pour comprendre. Et ce qui est intéressant, la statistique, c'est que vraiment seulement environ 25% de notre espérance de vie est déterminée par les gènes. Et du coup, ces 75% qui ne sont pas déterminés, nous pouvons les influencer. Hmm. Et donc voilà, et rien que par le mot, donc, épi, ça signifie au-delà. Donc, c'est un mécanisme au-delà, au-dessus de la génétique. Et qu'est-ce qui influence du coup l'épigénétique, l'expression de comment sont expressés les gènes, c'est par le mode de vie et l'environnement. Et donc ça, on vient du coup ici au deuxième gros déclencheur. Ce qu'on a dit, un tiers, c'est la prédisposition génétique. Et les deux tiers, dont Laura va en parler également, c'est le déclencheur environnemental. Et donc là, on a plusieurs exemples qu'on vous a mis ici. Donc, il y a par exemple les infections. Malheureusement, on ne peut pas contrôler très bien. Il y a les toxines. Donc, les toxines, il y a deux capacités ici. C'est les toxines que nous prenons dans notre corps. Donc, ça, c'est les nombreuses substances toxiques par jour. C'est la nourriture par la nourriture, l'eau, l'air, les cosmétiques où on habite. Et c'est également la capacité ou non de détoxifier. Donc ça aussi, on sait qu'il y a des prédispositions génétiques qui disent on arrive mieux ou pas à détoxifier. Donc on voit ça aussi quand on fait des prises de sang, c'est que très très souvent, les gens ont des taux très très élevés de toxines dans le corps. Et du coup, le corps ne peut pas vraiment faire ses fonctions parce que ce sont des choses qui sont stockées du coup dans la graisse et dans les tissus osseux et qui bloquent les circuits métaboliques et surchargent du coup ce système de détoxification du corps. Après, nous avons la dysbiose, donc c'est le mauvais équilibre de la flore intestinale. Lorraine va en parler un peu plus de façon détaillée sur ça. Nous avons aussi, bien sûr, le stress chronique. Ça, c'est un énorme déclencheur. Le traumatisme qu'on peut avoir de notre vie en tant qu'enfant, mais également des générations précédentes. Donc ça, c'est le côté transgénérationnel aussi de l'épigénétique, donc c'est ce traumatisme qui peut être hérité des générations avant. Nous avons également, donc avec le stress aussi, bien sûr, tout ce qui est le côté psychologique, l'état d'esprit, les blocages émotionnels. Nos cellules, il faut voir ça, sont vraiment entourées d'un champ énergétique. Et du coup, même à ce niveau-là, ça a un impact sur comment nos cellules fonctionnent. C'est une chose aussi à prendre en compte. Bien sûr, après, le sommeil a un énorme impact. Ça, c'est vraiment un gros pilier de la santé. Et avoir trop peu de sommeil de mauvaise qualité, ça peut enclencher du coup ces gènes qui sont associés avec des maladies chroniques. Et ça aussi, ça régule bien sûr tout le système hormonal comme la mélatonine qui nous aide au rythme naturel du sommeil et qu'on arrive à être fatigué le soir. Donc tout ça, ça a un impact également. L'activité physique. Donc là, c'est intéressant de voir aussi que on peut avoir ce côté de trop peu d'activité physique et aussi également dans l'excès, d'en faire trop. Et ça, c'était par exemple l'exemple pour moi, presque là, d'être sportive à haut niveau. On s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et c'était justement, le corps, au bout d'un moment, dit stop, il n'en peut plus. Voilà, donc ça, c'est Ça un crée un facteur stress. important.
C'est En fait, ça, ouais, voilà. stresseur, c'est un stresseur physique et physiologique, mais ça crée un stress pour le corps. Ouais. Ouais, c'est un gros stress. Et justement, si après, on a tous ces autres déclencheurs environnementaux en plus, et que le corps n'arrive pas à se détoxifier, bah, du coup, ça cause ces problèmes. Mm. Et finalement, après, le dernier point, c'est l'alimentation, bien sûr. Donc là, on peut avoir les carences nutritionnelles, la vitamine D, par exemple. La vitamine D, rien que la vitamine D régule 2000 à 3000 gènes. Donc, on voit l'importance. Soit on peut tous aller vivre au soleil et être toute la journée au soleil, ce qui serait pas mal. Mais je pense que tu m'en parlais un peu tout à l'heure aussi, Laurent, de qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire dans ce cas-là. Parce que Oui. c'est quelque chose. Et après, bien sûr, tout ce qui est l'intestin poreux, dont Laurent va en parler un peu plus détaillément, mais du coup, qui peut être déclenché également par une alimentation inflammatoire. Donc là, vous avez toute la liste des choses qui peuvent causer cette alimentation. Et pareil, l'alimentation commence déjà en tant que fœtus et en tant que mère. Et ça aussi, on peut enclencher des processus qui ne sont pas forcément en faveur du système immunitaire, qui arrive bien à se réguler. On a tout l'axe aussi de l'intestin, du cerveau, et tout ça aussi a une influence sur comment les gènes sont activés ou non. Voilà, donc c'est une grosse liste. On va en parler tout à l'heure aussi un peu des recommandations, qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme ça, vous pouvez vraiment voir que c'est cette approche intégrative et tous ces facteurs déclencheurs environnementaux qui ont un impact sur comment les gènes sont lus ou pas. Voilà. Ouais. Oui, en effet, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une slide recommandation. On va vous faire part un peu de nos conseils et de nos recommandations que vous pouvez faire dès demain. Mais c'est vrai que surtout la composante alimentation anti-inflammatoire ou cette alimentation inflammatoire, on va vous expliquer un petit peu plus qu'on a parlé du protocole auto-immune, on l'a dit quelques fois, on va vous expliquer ce que c'est, mais d'où l'importance de ce protocole immune qui est un protocole donc alimentaire et de mode de vie, mais là pour la partie alimentaire, c'est-à-dire qu'on élimine tous les aliments qui sont inflammatoires. Et donc dans cette liste de déclencheurs environnementaux, bah, il prend place dans la partie nutrition, quoi, alimentation. Donc, pour ce qui est la troisième composante ou le troisième facteur qui va faire qu'il va y avoir un déclenchement de maladie auto-immune ou qui va contribuer au déclenchement, c'est l'intestin poreux. Donc, l'intestin poreux, on en parle aussi, on dit souvent c'est le syndrome de l'intestin perméable ou un intestin ou une hyperperméabilité de l'intestin. Il y a plusieurs termes. En gros, ça se produit lorsque les parois de l'intestin grêle sont endommagées ou perforées. C'est-à-dire que notre intestin a une couche épithéliale, ça s'appelle. Donc, ça veut simplement dire que c'est une couche unicellulaire, qu'il y a une seule couche de cellules qui tapissent toute notre paroi intestinale et qui sont toutes reliées entre elles avec des jonctions serrées. Donc, comme mes mains ici, donc chaque main est une cellule. Les jonctions serrées sont les doigts. Donc, elles sont reliées entre elles. Quand on mange, il y a quand même une certaine perméabilité au niveau de l'intestin parce que elles vont ouvrir un petit peu ces jonctions serrées. Les nutriments peuvent soit passer par les jonctions, soit passer de manière intracellulaire par la cellule. Là, on va se focaliser sur les jonctions. Donc, quand on mange et qu'on veut faire passer les nutriments, on ouvre un petit peu, on laisse passer, c'est-à-dire qu'il y a une certaine perméabilité. Quand il y a une hyperperméabilité, c'est-à-dire que les jonctions serrées sont endommagées. Et du coup, elles laissent passer des substances qui sont indigestes, comme des toxines, des bactéries, des pathogènes, des aliments non digérés. Ça peut aussi être problématique, hein, des acides aminés qui ne sont pas correctement digérés et désassemblés, des acides gras, tout un tas de différentes de molécules peuvent être problématiques. Et c'est le but des jonctions serrées, c'est d'empêcher leur passage. Et donc, elles vont passer dans la circulation et elles vont causer des problèmes de santé de type inflammatoire et donc des troubles immunitaires, potentiellement avec ou pas des troubles digestifs, hein, des symptômes, mais pas toujours. On n'a pas toujours des symptômes. On peut avoir un intestin poreux sans avoir des symptômes digestifs. Et donc, en fait, c'est un petit peu notre première barrière de défense qui est endommagée et qui laisse passer tout un tas de choses qui deviennent des stimuli. Donc, il y a tout un tas de procédés qui sont un peu plus complexes. Voilà, certains sont un peu plus complexes. On va en parler. Mais voilà, c'est la première étape.
Et donc, comment se produit ce syndrome de l'intestin perméable? Comment ça arrive? Ça commence par... Alors, c'est jamais une seule chose. C'est malheureusement, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de trouver la réelle cause profonde, mais c'est jamais une seule chose. C'est l'accumulation. On dit souvent c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là, c'est vraiment le cas. Mais ça peut être une mauvaise fonction digestive, c'est-à-dire un trop peu d'acide chlorhydrique, c'est l'acide qu'il y a dans notre estomac, qui fait qu'on va moins bien digérer nos aliments, notamment les protéines, un trop peu d'enzymes pancréatiques, une mauvaise sécrétion de la bile ou une mauvaise qualité de la bile, ce qui vont faire qu'on va mal digérer nos aliments en général et va créer des problèmes plus tard dans le petit intestin et l'intestin grêle avec des dysbioses, donc une surpopulation de mauvaises bactéries, une sous-population de bonnes bactéries, ça peut engendrer des problèmes de candidose et tout ce genre de choses. Donc on en vient au deuxième point avec la dysbiose, qui est un mauvais équilibre des bactéries. On a des milliards et des milliards, on a 10 fois plus de bactéries dans l'intestin qu'on a de cellules dans notre corps. Donc on est plus bactéries que de cellules. Je trouve que c'est un peu intéressant. On est un peu un monstre de bactéries qui se balade sur cette terre. Donc ce sont nos copains, ce sont nos amis. Sauf quand il y a l'équilibre qui a un déséquilibre et qu'il y a les mauvaises bactéries qui prennent un petit peu le dessus. Et c'est là qu'on parle de dysbiose. Quand les mauvaises bactéries prennent le dessus, ça laisse place aussi à des pathogènes de s'installer, donc des virus, des parasites. Et ça peut créer, donc là, c'est vrai qu'on va souvent avoir des symptômes digestifs hein, dans ce cas-là, mais surtout, ça peut endommager la muqueuse intestinale et donc la paroi intestinale et les jonctions serrées, d'où cet intestin poreux. Il y a aussi l'alimentation hein, qui joue un rôle avec l'alcool, qui joue un rôle énorme. Les lectines. Donc les lectines, ce sont des protéines qui se trouvent dans beaucoup de plantes, hein, beaucoup d'aliments. Sauf qu'elles sont plus ou moins en grande quantité dans certains aliments. Donc on parle de gluten. Le gluten est un type de lectine. Les lectines, en réalité, sont faites pour que la plante se protège, pour pas se faire manger, justement. Et c'est une protéine qui est inflammatoire, qui est irritable, qui va irriter la paroi intestinale et qui a pour but, qui est un peu le processus de défense d'une plante. Donc, quand on les mange, on va pas forcément avoir une réaction tout de suite et vomir ou avoir une réaction immédiate, mais ça va avoir une irritation au niveau de la paroi intestinale. Et donc, c'est les grandes catégories de céréales. Donc, tous les types de céréales hein, ont des lectines. Les légumineuses. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre avec les lectines? Le soja. C'est un petit peu les grandes catégories de lectines, d'où le fait qu'on élimine ces catégories-là dans le protocole auto-immune. Il y a aussi les sensibilités alimentaires. On peut manger des carottes qui sont très bonnes pour la santé, qui rendent aimables aussi, et malheureusement qui ont pour nous, qui vont créer une réponse immunitaire et une stimulation immunitaire pour nous personnellement, parce qu'il y a cette sensibilité alimentaire euh, qui n'est pas forcément une sensibilité à vie. Hein. On ne naît pas avec les sensibilités alimentaires, on les acquiert tout au long de notre vie et elles peuvent repartir. Mais si à un moment présent, il y a tous ces stimuli-là, il y a une mauvaise digestion, une dysbiose, il y a des pathogènes, on boit de l'alcool, on mange des choses inflammatoires et qu'en plus de ça, on a des sensibilités alimentaires, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Le stress, encore une fois, c'est un facteur environnemental en général pour le déclenchement de maladies auto-immunes, mais ça a aussi un impact direct avec les jonctions serrées et la qualité et l'intégrité de ces jonctions serrées. Certains médicaments, comme la chimiothérapie, les antidouleurs, les anti-inflammatoires, les antibiotiques, voilà, tout un tas de différentes catégories de certains aliments, certains médicaments qui vont avoir cet impact-là. Et encore une fois, l'excès d'activité physique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une hyperperméabilité intestinale, donc cet intestin poreux? C'est qu'on a une surstimulation du système immunitaire, parce qu'il y a tout un tas de choses qui passent dans la circulation sanguine et par la lumière intestinale qui ne sont pas censées passer. Donc, ces pathogènes, ces virus, ces bactéries. Il y a des déclenchements d'allergies et d'hypersensibilité alimentaire. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que ces hypersensibilités vont avoir un impact sur les jonctions serrées, mais le fait d'avoir un intestin poreux, on va avoir plus d'hypersensibilité, on va développer plus d'hypersensibilité alimentaire. Il y a ce mimétisme moléculaire,
qui veut simplement dire que, en fait, il y a des protéines de tout un type d'aliments. Ça peut être une protéine d'un brocoli qui vont ressembler et qui vont avoir une nette ressemblance à des protéines ou à des cellules de notre corps. Donc en temps normal, quand le système immunitaire fonctionne correctement, c'est pas un problème. Le corps arrive à discerner, ok, ça c'est du brocoli et ok, ça c'est ma peau. Sauf que quand il y a une surstimulation immunitaire et qu'il y a plein de choses qui viennent confuse, comment on dit en français, qui viennent porter à confusion le système immunitaire, et ben, il se trompe en fait et il commence à créer un mimétisme moléculaire en pensant qu'il est en train d'attaquer un pathogène. Bon, le brocoli, c'est pas un bon exemple, mais d'attaquer un pathogène, une lectine par exemple, et en réalité, eh ben, il attaque une cellule de notre corps. C'est là que c'est le mimétisme moléculaire et c'est là que c'est un des enclenchements de la production d'auto-anticorps contre nos propres cellules. Ça passe par ce mimétisme moléculaire. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une mauvaise absorption des nutriments et des minéraux euh, lors de cette hyperperméabilité. Et donc, quelque chose d'important à savoir et à comprendre, d'où l'importance de guérir cette paroi intestinale et de vraiment faire le focus sur la santé intestinale, c'est que l'intestin poreux est présent chez toutes les personnes qui ont une maladie auto-immune. Donc, chez tout le monde qui a été testé, toutes les maladies auto-immunes qui ont été testées, on a trouvé que 100% des personnes souffrant de ces maladies ont un intestin poreux. Et ça, c'est très important à comprendre. Voilà, en termes de recommandations, Lana va vous parler de quelques recommandations qu'on a. Un peu de viande, sans faire de carne. Ah, Lana, on t'entend plus très bien. Je ne sais pas si Ça va mieux, hein? ça va un peu mieux, mais c'est comme si tu étais loin. Pour pas dans la langue, c'est commencer sur ce bureau. Si tu m'entends pas bien, peut-être tu le fais cette diapo. C'est bon, je pense qu'on a récupéré le son. Sinon, je la fais la diapo, c'est pas un souci. Ok. Donc, si vous m'entendez bien, je peux faire cette diapo. Ouais. Alors, les recommandations qu'on vous offre ici, en fait, c'est sur les 2 prochaines, un peu des choses que vous pouvez prendre pour vous. Vous pouvez réfléchir comment est votre mode de vie, qu'est-ce qui est important. Donc, par exemple, c'est surtout, il faut commencer par l'état d'esprit, de voir que ce qu'on vous propose et ce que vraiment ce site aussi Bien-être auto-immune, le protocole AIP vous offre, c'est de dire que ce régime alimentaire et ces changements de vie sont vraiment des outils qui vont vous aider pour une meilleure santé et de comprendre ça, que c'est une façon proactive et intégrale, vraiment hein, intégrative pour vous aider. Donc, c'est important du côté de l'état d'esprit. Après, vraiment, de prioriser son sommeil. Super important, ce que je disais, c'est qu'il régule tellement de gènes également. Privilégier les aliments anti-inflammatoires. Donc ça, vous pouvez voir quand vous suivez le protocole auto-immune, il y a beaucoup plus d'informations sur ça. On en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui. Et prioriser les aliments anti-inflammatoires et éviter les aliments pro-inflammatoires. Donc ce que Laurent a dit un peu, que vous avez vu dans la liste tout à l'heure. Bouger vraiment votre corps quotidiennement, mais en douceur et de manière adaptée à vos besoins. Donc, ce qu'on disait, c'est les deux extrêmes de ne pas faire trop peu de sport, mais non pas trop de sport également. Donc là, c'est vraiment important de travailler avec quelqu'un, de voir, de comprendre quels sont vos besoins à vous-même pour quand même favoriser ces processus bénéfiques par le sport ou le mouvement. Mais pour chacun, c'est différent. Hein, donc, c'est vraiment de voir ce qui est important pour vous. Également, surtout le côté stress, c'est de trouver ces moments de détente, de calme, de joie. C'est la connexion avec vous-même, c'est la connexion avec vos proches, votre famille, vos amis, la connexion avec la nature même, énormément de bienfaits à ce niveau-là. Donc, essayez de passer beaucoup de temps en nature. Voyez si vous avez besoin d'aide. Il y a vraiment pas de mal à voir, ok, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Où est-ce que vous voulez commencer? Trouvez-vous de l'aide, que ce soit des coachs, des nutrithérapeutes, des thérapeutes. Il y a le programme J'adopte AIP aussi qui est super pour vous aider dans ces premières étapes. Avoir rien que le support de la famille, le support social
pour mettre en place ces choses, ces changements du mode de la vie sont très importants aussi. Et le plus important, c'est commencer maintenant, vraiment étape par étape. Il y a pas de, il y a jamais le moment parfait pour commencer à essayer de changer des choses. Et le mot-clé ici, c'est étape par étape. Mhm. Donc, vraiment que vous ayez cette gentillesse avec vous-même et que, oui, ce qu'on disait, il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses à prendre en considération. Mais rien que le fait de commencer, ça va vous donner un momentum et aussi vous aider sur d'autres habitudes. Voilà, Mhm. donc c'est un peu ce qu'on voulait donner sur tout ce qui est mode de vie en général. Et Laurent va parler un peu plus spécifiquement pour l'intestin poreux. Oui, alors j'ai envie aussi de surligner pour commencer dès maintenant, j'ai envie de dire rendez-vous sur le site Bien-être auto-immune parce que je pense que c'est là qui peut être votre point de départ. Il y a un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement qui est un petit PDF pour vous lancer dans le programme AIP. Enfin dans le protocole AIP, et c'est simplement les aliments à éviter et à inclure. Donc c'est un petit PDF gratuit que vous pouvez télécharger. Vous avez plein d'informations sur le protocole auto-immune, je vais vous en parler après, mais vous avez aussi plein d'informations et de ressources autour de ça. Et surtout, vous avez un annuaire de coach. Donc vous pouvez trouver des coachs qui vous conviennent, si c'est... voilà, enfin, je veux dire, vous pouvez tous les contacter et parler avec eux et voir qui pourrait vous correspondre, parce que c'est important de trouver quelqu'un avec qui vous avez des affinités aussi. Et s'ils prennent des nouveaux clients, bah, évidemment, vous pouvez commencer à faire un suivi avec eux. Donc, je vous invite vraiment à aller vous rendre sur le site. Et toutes ces recommandations-là, elles peuvent paraître bateau comme ça, mais elles ont toutes. On va pas vous bombarder d'informations et vous expliquer du pourquoi, du comment, mais voilà, il y a tout, tout est réglé en fonction, enfin, toutes ces recommandations-là ont été rédigées à partir d'études scientifiques et de la littérature scientifique. Par exemple, prioriser votre sommeil, ça paraît très bateau, mais il y a énormément d'études qui montrent pour quelqu'un déjà de sain et de normal, moins de 7 heures de sommeil, il y a des retombées négatives d'un point de vue santé. Pour quelqu'un qui souffre de maladies auto-immunes, il faut plutôt être entre les 8 et 9 heures, mais il y a des personnes qui ont besoin de 10 heures, voire 11 heures. Ça va dépendre de leur état. Donc, vraiment prioriser le sommeil, ça paraît anodin, mais c'est une des premières choses les plus importantes et c'est 8 heures minimum. Les aliments anti-inflammatoires, c'est le protocole auto-immune. Euh, et ensuite, tout ce qui est de moments de détente et de calme, pareil, ça paraît bateau, mais en réalité, c'est très, très, très important d'apprendre à gérer votre stress. Il faut arriver à soutenir les glandes surrénales qui sont un peu les glandes maîtresses du stress euh, pour pouvoir avoir un reset en fait du système nerveux. Donc tout ça, c'est voilà, on vous dit pas ça pour rien. C'est juste pour vous dire ça. C'est ça. Et je pense une autre chose à ajouter également, c'est, on a parlé un peu des différents tests, et c'est aussi de vous trouver un médecin en lequel vous avez confiance et de pouvoir faire tous ces tests, un test de sel, un test sanguin, parce que si c'est quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic, c'est super important de voir comment fonctionnent les cellules, comment est l'intestin. Voilà, donc ça peut être souvent une première étape également à faire, de voir quel est l'état maintenant du corps et comment après on peut supporter ça par des compléments alimentaires, par des protocoles spécifiques. Parce que ça, bien sûr, après on travaille sur le mode de vie également, mais Ouais. nous, en tant que coach, en tant que thérapeute, ça nous informe également et ça peut guider la façon dont on peut supporter les clients. Ouais, et malheureusement, les médecins de type allopathique ne sont pas formés à ça et n'ont pas forcément cette approche. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que nous, on en a listé aussi sur notre site. Il y a des médecins fonctionnels, il y a tout un tas de types de médecins que vous allez voir dans trouver un coach ou trouver un praticien. Il y a vraiment une liste, une très longue liste de plein de différents types de médecins, mais c'est vrai que les médecins classiques dans l'allopathie n'ont pas cette approche-là, d'où le fait que bah, nous, avec notre formation, alors on n'est pas du tout médecin, hein, on n'a pas du tout les 7 années ou 10 années d'études parfois de médecine, mais on a cette formation privée qui est basée sur des faits scientifiques et des dernières études scientifiques qui a une approche un peu plus holistique. Et donc, vous pourrez trouver aussi des personnes qui pourront faire ces tests-là. Parce que pas tous les médecins classiques vont avoir la capacité de faire ces tests. Donc, pour ce qui est de l'intestin poreux, je voulais vous donner vraiment des choses que vous pouvez faire dès maintenant, en rentrant chez vous ce soir ou dès demain matin.
pour vous aider à réparer la paroi intestinale et guérir cet intestin pour eux, ou commencer par guérir cet intestin pour eux. Donc, éliminer les aliments réactifs. Donc ça passe malheureusement uniquement par un test. Donc, c'est un test de sensibilité alimentaire. Vous pouvez trouver un praticien qui le fait sur notre site. Euh, moi, je le fais avec un laboratoire en France qui s'appelle le laboratoire Barbier. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus aussi. Mais c'est vrai que vous êtes obligé de passer par un praticien ou un coach de santé, un nutrithérapeute ou quelque chose pour pouvoir avoir ces tests. Il y a certains médecins généralistes qui font aussi ces tests. Hein. Donc, vous pouvez en parler à votre médecin généraliste. Le mieux, c'est de faire l'into 100. Donc, ils vont regarder 100 différents aliments auxquels vous êtes hypersensible. Boire du bouillon d'os tous les matins, il y a énormément d'acides aminés qui sont très importants pour la formation et l'intégrité de ces jonctions serrées, donc de la paroi intestinale dans le bouillon, dont la L-glutamine, mais pas que. Le collagène et la gélatine aussi ont leur rôle, mais il faut que ça soit un bouillon fait maison parce que c'est vrai que les bouillons, enfin déjà bouillon cube ça marche pas, hein, c'est pas du tout ça dont je parle. C'est le bouillon qu'on va trouver au rayon frais ou au rayon congelé. C'est assez compliqué je trouve à trouver en France. Moi j'en trouve facilement aux US, mais le plus simple c'est de le faire à la maison. Quand vous faites un poulet au four, vous gardez les os, vous gardez la carcasse, vous mettez ça dans une grosse cocotte ou une marmite remplie d'eau. Vous mettez les garnitures que vous voulez, des oignons, des carottes, des feuilles de laurier, un petit peu de sel, et il faut laisser mijoter. Alors attention, il faut laisser mijoter pendant minimum 12 heures pour que tout le collagène et tous les acides aminés soient libérés de la carcasse. Et quand vous savez si vous avez un bon bouillon, c'est qu'une fois qu'il est froid, il va être un petit peu de consistance gélatineuse. Et là, c'est que vous savez que vous l'avez cuit assez longtemps. Donc, je vous invite à faire ça. Bon, j'ai mis tous les matins. C'est pas obligé d'être le matin déjà. Ça peut être dans la journée. Moi, j'aime boire ça à jeun le matin. Et c'est pas obligé d'être tous les jours, évidemment. Mais le plus souvent, c'est le mieux. Et Vérifiez de si... le boire avant sa première tasse de café, par exemple. Hein, ça, c'est super. Ah oui. Alors, de toute façon, je vais vous dire, boire une tasse de café à jeun, c'est jamais une bonne idée. Qu'on ait une maladie auto-immune ou pas, ça va créer une réaction, un pic d'insuline, des réactions inflammatoires, même si le café peut être très bon pour la santé, café bio. Mais ouais. En effet, donc toujours dans tous les cas, le boire avant le café et même manger avant le café. Comme Lana disait, la vitamine D a un rôle très important. Donc, vérifier ses taux de vitamine D avec un médecin et complémenter si besoin. Alors, attention, les laboratoires aujourd'hui vont nous parler de taux qui doivent être au-dessus de 30 ng/ml. Euh, c'est pas du tout dans un cadre fonctionnel. C'est vraiment, c'est extrêmement bas, surtout pour des personnes qui ont des maladies auto-immunes. Idéalement, il faudrait qu'elles soient autour des 70, donc au minimum 50. Autour des 70, il ne faut pas être au-dessus de 100, c'est sûr, même si la toxicité à la vitamine D est extrêmement rare et qu'il faut vraiment atteindre des niveaux très élevés. Le mieux, c'est de rester autour des 50-70. Mais ne vous fiez pas si votre médecin vous dit « Ah, c'est bon, vous êtes à 33, on est bon ». Non, si vous avez une maladie auto-immune, il faut que vous soyez au-dessus de 50. Manger des aliments fermentés, ça va être très, très bénéfique pour la flore intestinale, donc pour ces bonnes bactéries qu'il faut nourrir et qu'il faut aider à fructifier. Donc, ça va passer par de la choucroute, mais enfin, pas la choucroute cuite, parce qu'une fois qu'elle est cuite, il y a plus de bactéries, mais du chou fermenté. Ça se trouve surtout en magasin bio. De la betterave fermentée, des carottes fermentées, du chou fermenté. Il y a le kombucha qui est aussi fermenté, mais attention, pas à boire non plus tous les jours parce que ça reste sucré, mais ça peut être un bon remplacement pour l'apéro. Si on veut éviter l'alcool aussi, hein, dans ce protocole, on évite l'alcool. Donc, pour éviter de boire l'alcool à l'apéro, prenez-vous un petit verre à pied hein, de kombucha. Ça peut être sympa. Ensuite, manger de la compote faite maison. Voilà, ça paraît assez anodin, mais en fait, ce qui est important, c'est de garder la peau sur les pommes et de ne pas rajouter de sucre. Donc, on fait une compote basique, on coupe des pommes, on garde la peau, on les lave bien avant, on garde la peau, on met ça dans une marmite ou enfin dans une casserole, un petit peu d'eau au fond et on laisse cuire pendant 12 à 14 minutes. Quand on passe les 11-12 minutes,
la peau des pommes va relâcher plus de pectine. Et la pectine est extrêmement nourrissante et calmante pour la muqueuse intestinale et la paroi intestinale. Donc, ça va apporter un soutien au niveau de la muqueuse. À manger tous les jours si on veut. Pas besoin de se goinfrer non plus de compote de pommes, mais un petit pot en dessert une fois par jour ou quelques fois par semaine, ça fait beaucoup de bien. En termes de compléments alimentaires, c'est très, 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 très général. Les compléments alimentaires peuvent être... il faut qu'ils soient individualisés et il peut y en avoir beaucoup plus en fonction des symptômes qu'il y a, en fonction des carences et des déséquilibres. Mais là, c'est vraiment très général pour l'intestin poreux. La L-glutamine, on en a parlé avec le bouillon d'os. Les probiotiques, sauf s'il y a une candidose et un SIBO, là, il faut mieux pas prendre de probiotiques, aller voir quelqu'un de spécialisé et vraiment avoir une approche individualisée dans ce cas-là. Le curcuma qui est connu pour être un anti-inflammatoire. L'acide butyrique qui va avoir un soutien au niveau des jonctions serrées et qui va aider à garder cette intégrité au niveau de l'hyperperméabilité. Et les immunoglobines qui vont avoir un effet aussi anti-inflammatoire et qui va avoir un soutien au niveau, encore une fois, de l'intestin poreux. Voilà. Donc, on vous a beaucoup parlé du protocole auto-immune. C'est quoi? C'est un protocole holistique qui sert d'outil pour les personnes vivant avec des maladies auto-immunes à la quête du bien-être. Donc, ce sont tout un tas de différents piliers qu'on va adresser. On les a ici. Il y a le pilier de l'alimentation avec une alimentation anti-inflammatoire et certains aliments à éliminer. Je vous invite à télécharger le PDF ou vous rendre sur notre site. La gestion proactive du stress, le sommeil, le mouvement et la connectivité. Et ces 5 piliers ont autant d'importance les uns que les autres. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur l'alimentation qu'on a tendance à faire. Alors certes, ça joue un gros rôle, mais c'est très important d'avoir toute cette approche. Pour vous donner un petit peu l'historique, donc l'origine on l'appelle l'EIP, c'est le protocole auto-immune. En anglais, c'est the Autoimmune Protocol, d'où l'EIP. Il a été développé par plusieurs médecins, mais il a été vraiment pérennisé par le docteur Sarah Ballantyne, qui est un docteur canadien, je crois qu'elle vit aux US, ou américano-canadienne, qui a fait énormément de recherches plus poussées. C'est un petit peu, faut voir ça comme en France, on connaît le régime Seignalais. Donc, c'est un petit peu les régimes signalés, c'est un peu les prémices de ce qu'est le AIP aujourd'hui. Donc, c'est plus poussé que ça. C'est basé sur du coup, des études beaucoup plus récentes, même de ces 3 dernières années. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment sur le protocole auto-immune, ces 3 dernières, même 4 dernières années maintenant. Donc, dont on est ravi, qui a eu des résultats très probants. Et donc, tout est basé en fait sur la compréhension de quel aliment va avoir quel impact sur notre paroi intestinale et la compréhension du fait que l'intestin poreux est un des premiers déclencheurs des maladies auto-immunes en parallèle avec cette surstimulation immunitaire, d'où les déclencheurs environnementaux. La bonne nouvelle, c'est que à la base, son livre, je l'ai ici d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai toujours à côté de moi. Ça, c'est le livre en anglais, The Paleo Approach, donc elle a écrit il y a peut-être 10 ans, qu'elle a mis à jour, donc il y a un PDF maintenant aujourd'hui, elle n'a pas mis à jour la version imprimée, mais elle a mis à jour il y a 3 ans une version PDF. Et donc aujourd'hui, il y a une version française, c'est la dernière version de son livre qui est traduite en français. Et donc, c'est vrai que c'est la principale source sur laquelle nous basons, nous, en tant que coach EIP. Et pour bien-être auto-immune, c'est basé autour de ces travaux de ce médecin. Ouais, et ce livre, il est vraiment super et il y a énormément d'informations. Hein, et c'est pour toute personne qui veut vraiment comprendre ce qui se passe dans le corps quand on a une maladie auto-immune, c'est vraiment super et elle offre beaucoup de ressources également. Voilà, donc, Ouais, bon, c'est la ressource dans le monde des maladies auto-immunes à avoir. c'est ça. Mais il faut se tenir parce que c'est vrai que c'est un gros bouquin, hein. Je l'ai là Voilà, faut aussi. avoir la patience de tout lire. Mais ouais, Et étape par étape, pareil. Voilà. c'est une bonne Bible, hein. Ça. Voilà. Donc, d'où le fait que nous, on a envie aussi de vous simplifier la vie et d'avoir toutes ces ressources un petit peu plus simplifiées sur le site de Bien-être auto-immune. Donc, c'est toujours en construction. Je vous demande un peu de patience parce que c'est un projet passion, certes, mais c'est pas notre activité principale.
Et donc, on fait de notre mieux pour essayer d'avoir un site qui soit le plus complet possible, mais on est en train de... On continue à rajouter des choses dessus tous les jours. Voilà. Donc, on a assez parlé. On va répondre aux questions dans le chat. N'hésitez pas. Si vous avez envie d'enlever le micro et de poser votre question aussi, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Donc, je vois ici Sylvie qui demande une prédisposition génétique. Est-ce que le membre de la famille est obligé d'avoir déclaré une maladie? Donc, dans le cas d'une prédisposition génétique, est-ce que le membre de la famille est obligé d'avoir déclaré une maladie? Je pense que Lana, tu es la meilleure personne pour répondre à cette question. Ouais. Alors, donc, déclarer, non. Mais ça veut juste dire que, par exemple, peut-être que le membre de la famille, on va dire si c'est votre mère, votre père, un d'eux a également cette prédisposition génétique. C'est l'exemple que je donnais avec moi, j'ai le HLA B27 pour la spondylarthrite, qu'un de mes parents, du coup, a également ce gène, mais chez eux, ça ne s'est pas déclaré. Il n'y a pas eu ce gène qui a été activé et pour moi, du coup, se manifeste par cette maladie. Voilà. Voilà. Donc, c'est important de Ouais. comprendre. Je pense que c'est souvent ce que les gens ils pensent. Ils se disent, je sais pas, ma mère a eu le cancer du sein, donc je vais avoir le cancer du sein. Ou mon père a un diabétique du type 2, donc moi je vais avoir le diabète également. Et ça, c'est juste pas correct en fait. Mhm. Parce que oui, on a ce système héréditaire par les gènes, mais du coup, nous, on peut changer le processus et on peut influencer l'expression du gène. Et c'est ça qui nous donne le pouvoir aussi, c'est de pouvoir avoir un impact sur les générations futures. Parce que si je disais, certains de ces modèles sont héréditaires également. Donc on peut, voilà. Ouais. Oui, oui, bah en fait, c'est que les gènes peuvent être dormants. Donc, on peut avoir Voilà. le gène, mais il peut être dormant, il ne peut pas s'être déclaré. Donc, mais après, je me rappelle avoir vu des chiffres là-dessus, mais j'ai plus le chiffre en tête. Mais il y a quand même, quand il y a des maladies déclarées dans une famille, il y a un certain pourcentage de chances en plus de déclarer soi-même cette maladie quand il y a déjà des symptômes ou des maladies diagnostiquées dans une Voilà. famille. Ça nous donne l'information et de savoir, ah ok, on a cette prédisposition. On est peut-être plus amené que ça peut se déclarer. C'est pour ça, en fait, c'est les tests qu'on peut faire. Et moi, je travaille beaucoup avec des tests génétiques aussi qui nous donnent des prédispositions génétiques sur différents facteurs de la santé. On peut savoir si on est plus prédisposé à l'inflammation, par exemple, ou comment notre corps, est-ce qu'il a toutes les réactions des enzymes pour bien détoxifier. Et si on a ou pas ces choses-là, ça nous donne l'information. Ah, ok, il faut que je supporte mon corps encore plus parce que il répond moins bien à tous ces stresseurs de la vie qui, du coup, enclenchent cette inflammation chronique. Mais c'est ça, en fait, c'est avoir comme de l'information et qu'est-ce qu'on peut faire de façon proactive pour que ça ne nous arrive pas à nous. Mm. On est vraiment Deux... acteur de notre maladie ou non, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, on est acteur de notre Mm. maladie, clairement. Chose que beaucoup de médecins nous disent le contraire. Moi, ça a été mon cas, hein, ça a été mon expérience où je disais, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose que je peux faire. Il n'y a rien à faire, mademoiselle. Moi, j'avais Mm. 24 ans. Bref. Deuxième question de Sylvie. Est-ce que le stress ou la vaccination, j'ai perdu, hop, peut déclencher la maladie? Alors oui, c'est ce qu'on disait par rapport... Alors le stress, en fait, va avoir un impact sur l'intestin poreux et aussi sur le déclenchement immunitaire, sur une stimulation immunitaire. Donc oui, tout à fait, d'un point de vue du stress, il peut y avoir... ça peut être une des causes. Comme on disait, il y a rarement, voire jamais, qu'une seule cause. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est le stress une des causes majeures, il y a aussi le problème de l'intestin poreux. Et que vous déclenchez une maladie auto-immune, c'est que vous avez un intestin poreux et qu'il y a d'autres déclencheurs en plus environnementaux, dont le stress. Et c'est vrai que la vaccination, on ne l'a pas mis là-dedans, mais ça peut être un déclenchement environnemental parce que par principe, de par sa fonctionnalité, pour qu'un vaccin puisse fonctionner, ils ajoutent des adjuvants qui sont des stimuli au niveau du système immunitaire. Donc, il va y avoir une réaction immunitaire au moment de la vaccination, qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, c'est comme ça que le vaccin fonctionne,
mais malheureusement, ça peut aussi contribuer à des déclenchements de dérèglements immunitaires, en effet. D'où le fait qu'on en voit aussi pas mal récemment avec énormément de vaccinations Covid qu'il y a eu dernièrement. Et puis même avec le Covid, le virus lui-même, hein, on a dit les virus peuvent être aussi des déclencheurs. Il y a le virus de la mononucléose, il y a le virus de l'herpès, bon, qui est la même maladie, la même catégorie. Il y a certains virus qui peuvent être des éléments déclencheurs, malheureusement. Autre question, les maladies auto-immunes n'étaient pas vraiment connues, sauf quelques rares exceptions, au temps de mes parents. Est-ce n'est-ce pas que, et ce n'est pas ce que, pardon, et ce n'est pas ce que cherchent les médecins. Je suis pas sûre d'avoir bien compris cette question. Tu Je l'as pense que compris? c'était juste un commentaire de Sylvie qui dit qu'en fait, oui, c'est ça. Enfin, il y a 40, 50, 60 ans, il y avait beaucoup moins de diagnostics de maladies auto-immunes et les médecins n'allaient pas vraiment en profondeur pour essayer de trouver ça. Oui, voilà. Donc, elle a dit exactement un commentaire. Et c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison, Sylvie. Et il y a beaucoup de facteurs également ici. Donc, la médecine change quand même. Les tests sont différents. Il y a beaucoup cette médecine fonctionnelle qui cherche les causes. Ce qu'on disait, mais on voit quand même, c'est le mode de vie également. Hein, il y a de plus de produits raffinés, plein de sucre, la consommation surtravaillée, industrielle, tout ça aussi, ça a un impact. Et Ouais. plus les diagnostics qui se sont améliorés, c'est deux choses qui montrent aussi, et c'est un des facteurs pour lesquels on voit qu'il y a de plus en plus de diagnostics de maladies auto-immunes. Bah, ce sont des maladies modernes, hein. C'est ce qu'on dit, des maladies modernes qui ont apparu plus ou moins là, ces 100 dernières années, depuis qu'on a eu la révolution industrielle et voilà, et une alimentation qui a énormément changé. Exactement. Mm. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On vous laisse encore une petite minute. Hépatite B, ouais. Mm. Oui, oui, en effet, ça peut être une contribution au déclenchement. Mais pas que. Ça veut dire que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en parlant des vaccins. Euh, C'était simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ça peut être un des déclencheurs, ouais. En effet. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. On espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les maladies auto-immunes. On espère qu'on ne vous a pas fait trop peur, qu'on ne vous a pas trop bombardé d'informations. On va essayer de faire des webinaires qui vont être un petit peu spécialisés aussi. Et on va vraiment choisir des topics un petit peu plus focalisés sur des choses plus spécialisées pour éviter de s'éparpiller et d'avoir trop d'informations. Mais en tout cas, ça a été un plaisir. Et n'hésitez pas, si vous cherchez un coach, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Contactez-les. Envoyez sinon un mail à contact@bien-être-auto-immune.com. Et je peux moi aussi envoyer un message à tous les coachs pour savoir si ils peuvent aider telle ou telle personne. Parce que chaque coach aussi a leur spécialité hein, de type de maladie auto-immune. Donc voilà. Merci Lana aussi. Merci Laurane. Merci Passez à tous tous. une bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt.